bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Vérane Dury-Charbonnier, connectée depuis la France et plus précisément de Annecy. Vérane va nous parler de l'utilisation de nos pharmacies intérieures. Bonsoir Vérane. Bonsoir Yotis et bonsoir chère communauté synergienne. Un vrai plaisir d'être là. Alors Vérane, comment vas-tu? Comment te sens-tu ce soir? Écoute, je me sens pleine de gratitude, pleine de joie. Moi, c'est la troisième fois que j'ai postulé pour être sélectionnée pour participer à ces webinaires. Je les suis depuis depuis le début de ma carrière de coach. Donc, ça a beaucoup de sens et beaucoup de valeur pour moi. Donc, je suis vraiment très, très heureuse. Nous aussi, on est très heureux de t'avoir parmi nous, Vérane. Alors, on peut dire que tu as vécu plusieurs vies à la fois et aujourd'hui, comme à ton habitude, tu sembles déborder d'une belle énergie. Alors, Vérane, quel est le secret de cette force et de cette positivité? Alors, je sais pas si c'est un secret en fait. Je crois que c'est plutôt une acceptation. On a tous des forces innées, vraiment tout à chacun. Et moi, je crois qu'il y a la force énergie qui fait partie de moi depuis toujours. Et il m'a fallu en effet plusieurs vies ou plusieurs vies en même temps pour apprendre à l'accepter, la canaliser et peut-être en faire quelque chose qui soit au service d'eux et pas contre moi. Et ça, il m'a fallu plusieurs vies pour m'en rendre compte. Merci Vérane. Alors, Vérane Dury-Charbonnier, coactrice de ce siècle, engagée auprès des transformations humaines et facilitatrice d'autonomie individuelle et collective. Vérane, tu es coach PCC, formé au Centre international du coach et également superviseur. Mais faisons un petit tour dans le passé. Après un doctorat en pharmacie, spécialisation pharmacie industrielle à l'université Claude Bernard Lyon 1 et un master en management et business à IPIL à Lyon, tu crées ton métier dans l'industrie pharmaceutique en devenant business développeur dans les essais cliniques, particulièrement en recherche cutanée, aussi bien pour des sociétés basées en France, en Allemagne et aux États-Unis. C'est d'ailleurs en Californie que naissent tes 3 enfants pendant ton post-doctorat à l'université de UCSF à San Francisco chez l'éminent professeur Howard Maybach. Tu traverses cette période heureuse très chargée et publies les résultats de tes recherches dans des articles scientifiques et tu participes à des chapitres de livres références dans le domaine. Vérane, tu vis plusieurs vies en même temps et à une allure effrénée. Puis, après 15 ans à ce rythme, en 2011, tu changes de carrière avec un travail personnel profond dont tu as voulu partager l'expérience sous la forme d'un livre qu'on connaît bien, l'un des premiers livres que nous avons offert aux synergiennes et synergiens grâce à toi lors du premier marathon Synergie, Ma réalité augmentée, changer nos visions pour exister. 7 longues années pour l'accoucher et partager tes traversées intimes en franchise et toute humilité pour devenir coach. En parallèle, dans une quête d'intériorité, tu commences la méditation Vipassana, séjour en silence de 10 jours avec 10 heures de méditation par jour qui a été déterminant dans l'évolution de ton état d'esprit. On suivit la randonnée chamalière dans le désert, les nages avec les dauphins, la marche sur le feu et les séjours de jeûne de 8 jours annuels. S'ensuit un mois en Inde en mode solo dans le Kerala, dans l'ashram d'Ama qui t'a tellement inspiré. Tu y découvres aussi la Yurveda. De background scientifique, tu t'intéresses naturellement et investis en temps et énergie et finances dans des approches neuroscientifiques et cognitives comportementales, les modes d'apprentissage et d'autonomie toujours en lien direct avec la posture, les comportements de la personne et les potentialités humaines. Parmi tes nombreuses certifications, on peut citer entre autres une certification en co-développement, une certification en psychologie positive. Tu obtiens également une certification en cohérence cardiaque. Engagé auprès de la jeunesse, tu es enseignante vacataire auprès d'étudiants Master 2 à l'Université de Lyon 1 sur des sujets de posture et de soft skills. Très important pour toi, c'est ton engagement bénévole dans l'association Jalmalv 74 où tu accompagnes chaque semaine des personnes en fin de vie à l'hôpital. Tes voyages aujourd'hui sont d'un autre genre, ils sont intérieurs et tu te sens très privilégié de pouvoir observer de tes yeux les évolutions des personnes, des groupes vers leur mieux-être. Tu viens d'intégrer le premier cercle de coach engagé à Circle for Future. Vérane, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? Alors, peut-être pour partager une anecdote,
Quand j'étais petite, je voulais absolument être comédienne. Comédienne pour pouvoir jouer un peu tous les rôles d'une vie possible. Et c'est amusant d'observer que justement avec l'âge, j'ai aujourd'hui 52 ans et que justement je n'ai plus envie de jouer aucun rôle si ce n'est le mien. Et ça, c'est tout un parcours et je fais le lien avec le métier de coaching. Donc, c'est ça que je voulais rajouter. Je ne joue plus de rôle, ou j'essaye de ne plus en jouer en tout cas. Merci Vérane. Alors moi j'ai une question. Que représente le coaching pour toi? Ouh là là, quelle question. Le coaching, c'est vraiment un choix conscient de deuxième métier. Et pour moi, c'est encore une fois la gratitude parce que c'est le métier dans lequel je peux vraiment être moi et m'inscrire dans ce que j'ai envie de faire dans ce monde, dans le temps qui m'est imparti sur cette planète. Donc c'est quelque chose vraiment de très profond et puissant. Merci Vérane. Tu vas nous présenter l'utilisation de nos pharmacies intérieures. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce sujet plutôt qu'un autre? Alors c'est peut-être la raison pourquoi il y a eu 3 fois. C'est parce que moi, il y avait vraiment le lien de mon ancienne vie avec la nouvelle et cette notion de santé. Alors au début, les approches, c'était des données neuroscientifiques. Mais en fait, là, j'ai fait le lien récemment de nos pharmacies intérieures où je peux vraiment nourrir, et vous allez le voir, en tout cas, je m'autorise à le faire ce soir, sur les potentialités. Il y a les potentialités, on va dire niveau 1, et là maintenant c'est vraiment potentialité niveau 2 parce que ça peut vraiment être infini. Et je trouve que la période récente qu'on vient de vivre vient aider, en tout cas m'a stimulée à être peut-être plus audacieuse dans ma proposition. Et apparemment ça a fonctionné. Merci beaucoup Vérane. Alors je t'invite à commencer ta présentation et moi je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. C'est parfait, merci. Eh bien, écoutez, vraiment, merci et merci d'être là. Merci d'investir du temps et de l'énergie avec nous ce soir. Ça, c'est vraiment quelque chose de beaucoup de valeur pour moi. Bonsoir à toutes, à tous. Et avant toute chose, je voudrais vous proposer un petit shoot d'ocytocine. Alors, comment va-t-on faire? Simplement en regardant et en souriant pendant 17 secondes à quelqu'un, histoire de faire du lien, parce qu'on est tous dispersés et en même temps, on est tous rassemblés. Alors, je me tais et en silence, je vous propose, alors soit avec la personne que vous avez à côté de vous, soit sinon, je suis devant vous, de se regarder vraiment sincèrement et de se sourire de façon constante. C'est parti. Voilà, merci. Merci d'avoir joué avec moi. Donc 17 secondes, c'est le temps minimum pour autoriser, en tout cas aider notre organisme à sécréter cette hormone de l'attachement, qui est l'hormone dite des gens heureux. Et en tout cas, gratitude à toutes et tous pour avoir répondu aussi généreusement à la question posée dans l'exercice pré-webinaire, parce que là, je peux vous dire que ça a été de l'ocytocine en perfusion que j'ai eu à ce moment-là. Alors, nous allons parler santé. Nos pharmacies intérieures, donc j'ai gardé bien sûr la verbatim qui va avec. C'est pour ça que ce soir, je vous propose un protocole avec tout d'abord l'idée d'identifier les symptômes et le diagnostic, c'est-à-dire que de quoi parle-t-on, quel est l'état des lieux. On va parler aussi brièvement d'un historique et de notre hérédité dans ce sens, de traitement et de soins, et aussi de se poser la question de si nous allions plus loin, voire beaucoup plus loin, et le coaching dans tout cela qui sera bien sûr en filigrane dans tout ce parcours. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de santé? Alors, il y a une définition très officielle de l'OMS qui date de 1946 qui dit que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors là, on voit tout de suite la notion complètement relative de cette définition qui souligne la part subjective, contextuelle, évolutive et multidimensionnelle. Là, en fait, autrement dit, on peut parler, en fait, une personne dans un fauteuil roulant peut être en meilleure santé qu'une personne qui vient de perdre un emploi, par exemple. Et puis, 2 personnes qui ont strictement la même maladie peuvent avoir une santé qui est complètement différente. Et ça fait le lien avec cette notion d'état de santé ressenti. En effet, depuis 2002, dans les pays de l'OCDE, il y a cet indicateur qui est apparu et il est intéressant d'observer qu'après une augmentation entre 2002 et 2008, il a chuté depuis, chuté dans le ressenti de la bonne santé et ceci, quelle que soit la tranche d'âge, que ce soit homme ou femme, mais également quel que soit le quintile du revenu, même le plus élevé, il y a vraiment ce ressenti qui baisse.
Si on parle d'étymologie, alors que veut dire, d'où vient le mot santé? Alors ça commence vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. C'était des notions plutôt d'être en sécurité et de parler de globalité du corps. Ensuite, il y a eu plusieurs mots latins qui sont venus aider à signifier. Le premier, c'était garder sain et sauf, préserver, et un autre qui disait rendre sain, guérir, réparer, ramener à la raison. Et enfin, une étymologie grecque qui statue sur être sain et raisonnable. Donc là, on voit déjà qu'il y a deux pans, un prévention et un autre guérison. Toujours pour continuer dans les définitions, la notion de distinction entre différents types de santé. Le premier étant la santé mentale. Alors, sans définition précise de l'OMS, il y a une description et qui est la suivante. Comme quoi c'est un état de bien-être dans lequel l'individu réalise ses propres capacités, peut faire face aux tensions ordinaires de la vie et est capable de contribuer à sa communauté. Et là, c'est toujours intéressant d'observer que notre angle de médecine moderne a abordé ceci sous un angle de thérapie, la psychiatrie, et quid aujourd'hui des psychologies positives et évolutives chez l'individu sain. Une deuxième catégorie de santé, c'est la santé reproductive, où là, c'est bien la transmission des génomes, spermatozoïdes et ovules, et de garantir aussi la maternité. Donc cela va jusqu'à la sécurité de la maternité avec le stop des sexismes ou des violences sexuelles. Et bien sûr, se sont rajoutés les perturbateurs endocriniens et les polluants. Troisième catégorie de santé, la santé au travail, qui a démarré sous un angle vraiment sécuritaire. Le but était d'assurer la sécurité des salariés, des travailleurs, et aujourd'hui, qui bien sûr pointe de façon de plus en plus prégnante la notion de stress et de prévention des burn-out, bien que le burn-out aujourd'hui, en tout cas en France, n'est toujours pas reconnu comme maladie professionnelle. Un autre type de santé, c'est la santé de l'environnement, où là, bien sûr, on inclut l'environnement extérieur, mais aussi l'environnement intérieur, que ce soit la qualité de notre alimentation, l'air, le bruit, les radiations, tout ce qui est champ électromagnétique. Et là, il est intéressant qu'il y a des études qui l'ont montré, récentes, qui, en prenant des données écologiques et sanitaires au niveau planétaire, sur des bases de statistiques accumulées depuis 1940, qui ont montré l'apparition de maladies émergentes, particulièrement sur le siècle dernier, et qui ont quasi quadruplé durant ces 50 dernières années. Et puis enfin, la dernière catégorie de santé, c'est la santé planétaire. Alors même si un médecin norvégien avait déjà lancé l'alarme, on va dire, dans 93, il avait dit que le patient Terre est malade. Il a fallu attendre 2014 pour que la revue médicale The Lancet lance un appel à un mouvement sur la santé planétaire. Yotis, s'il te plaît, est-ce que à ce stade, tu pourrais lancer le premier sondage ? Tout à fait. Alors, premier sondage, où situez-vous majoritairement les signes de votre santé? Le sondage est lancé. Donc, première possibilité, signes physiques, signes émotionnels de l'ordre du ressenti, signes comportementaux, autres. C'est une question qui vous demande un peu de réflexion. Okay. Là, tout d'un coup, ça monte, ça monte, ça monte. On y est presque. On va arrêter le sondage ici à 80%. Voici les résultats avec 45% signes émotionnels de l'ordre du ressenti, 44% signes physiques, 8% signes comportementaux et 3% autres. Ok. Merci Otis, merci à toutes et tous. Alors je vais faire le lien direct avec justement les nombreux témoignages et encore une fois vraiment mille merci puisque voilà un petit peu un concentré de ce qui est arrivé. Alors être en bonne santé, c'est être en équilibre au niveau physique, émotionnel et mental. J'ai de l'énergie, les yeux qui brillent, la peau qui rayonne. C'est quand je bouge facilement, quand j'accueille mes émotions comme celles des autres, alors juste mesure, quand je dors bien. C'est une énergie positive, l'envie d'accomplir des choses, d'avancer, la capacité à écouter pleinement mes clients, à transmettre de l'enthousiasme. C'est quand je ne ressens aucune douleur ni fatigue. C'est un état de joie, de plénitude au quotidien, dans l'acceptation et l'amour de tout ce qui est. C'est lorsque je me réveille reposée, sans fringale dans la journée, que mon esprit est positif, que mon corps a envie de bouger, que j'ai une envie d'aller vers les autres et de leur sourire.
C'est quand mon mental, mes humeurs sont alignées sur ma santé physique avec un bon niveau d'enthousiasme et d'énergie. C'est quand j'ai envie de bouger, un bon sommeil et une capacité à prendre du recul sur mes idées. Quand mon énergie physique est puissante et mon mental est stable. C'est lorsque je prends soin de moi et soin des autres. C'est lorsque je ressens de l'amour dans mon cœur. C'est quand je réalise à quelle vitesse mon corps est capable de récupérer des petites blessures et des agressions quotidiennes, plus ou moins graves. C'est un état de sérénité intérieure, une capacité de focus. Et c'est aussi quand j'accepte de ne pas l'être. Eh bien là, on voit, il y a cette notion de vitalité, cette notion d'envie d'aller vers les autres. On est loin en fait de la pensée dualiste. Je vous invite vraiment à passer à la pensée complexe, puisqu'il n'y a pas une santé, mais des santé qui sont toutes uniques parce que nous sommes absolument uniques. Encore merci, et on voit très bien que ça couvre vraiment beaucoup de domaines dans nos vies et qui nous montre une ouverture vers les autres. Alors, si on parle d'histoire, de la santé, tout ça vient au départ de sociétés dites primitives. En tout cas, la santé était imbriquée dans des croyances animistes, voire religieuses, et ces fameux rôles de guérisseurs, voire plus de guérisseuses. Et d'ailleurs, je me suis permis de partager avec vous un ouvrage formidable qui s'appelle Le Grand Livre des guérisseuses. Donc, c'est les chamans, les sorciers, donc, qui utilisent à la fois la pharmacopée locale. Donc, bien sûr, il n'y avait rien d'écrit, c'était des transmissions verbales, le toucher et des pratiques qui relevaient de la magie, de la divination et de la psychologie, qui étaient principalement tenues par les femmes qui ont été quand même brûlées sur le bûcher pour ça pendant 2 siècles. En XVIIIe siècle, la maladie cesse d'être une fatalité et là, le corps élitiste masculin l'étudie organe par organe, et la santé devient vraiment un droit que les États se doivent de garantir. Et au XIXe siècle, la santé a été conçue comme un capital. Autrement dit, c'est un état de ressources. Et là, l'organisme et chaque organe a été analysé séparément, d'où le mouvement vers notre médecine actuelle, où on a un petit peu saucissonné le corps, on a vraiment des grands spécialistes de chaque organe. Et vraiment, la santé a été conçue à cette époque comme une absence de maladie. Et du coup, ces 2 conceptions ont permis, alors bien sûr, des innovations sans précédent, mais par contre, on scindait la partie curative de la partie préventive, particulièrement en France en tout cas. Et donc, on va voir derrière les mouvements et les conséquences de ça. Aujourd'hui, bien sûr, on parle de médecine digitale. Puis la période qu'on vient de vivre accentue ça, mais c'est aussi la notion, et je partage avec vous là ces études, où on a la santé qui est en fait une interaction complexe et qui rallie différentes choses. Donc il y a ce côté très scientifique, mais il y a aussi un équilibre entre la thérapie et la prévention, entre la quantité de vie et la qualité de vie, entre le patrimoine génétique et les modes de vie. Et tout ceci en fait redonne, et c'est actuel, une véritable place aux interventions non médicamenteuses, voire nos interventions préventives. Il n'y a pas que des signes cliniques, justement. Alors Yotis, s'il te plaît, pourrais-tu lancer le 2e sondage? Oui, je peux le lancer. Alors, on y va. Quand je ne suis pas bien, que fais-je en général? Exemple, un mal de tête. Je prends un médicament, je bois un verre d'eau, je vais me coucher, je mange, autre. Ah, et là, vous êtes vraiment très rapide. Ah. Et bientôt les 80%, et on arrête le sondage ici. Et voici les résultats. Avec 28%, je prends un médicament, 23%, je bois un verre d'eau, 23%, je vais me coucher, 20% autre, et 5%, je mange. Ok, merci. Très intéressant d'observer cette répartition. Finalement, on a quatre répartitions quasi égales sur nos réflexes qu'on peut avoir dans un mal-être. On va bien sûr y revenir. En tout cas, je vous propose de s'intéresser à la santé dans le monde. Et là, je voudrais partager avec vous 2 graphiques qui proviennent des données de l'OCDE qui sont issues de l'OMS. Entre 2000 et 2019, les principales causes de mortalité dans le monde, puis les principales causes dans les pays à revenus élevés. Et là, le constat est assez évident puisque ce sont les maladies cardiaques, vasculaires et respiratoires qui cause la grande partie de mortalité, via bien sûr les cancers et tout ce qui est en lien avec le diabète. Il est intéressant de voir ici la
transposition, en fait, sur la transformation de l'évolution épidémiologique, c'est-à-dire que des maladies transmissibles deviennent des maladies non transmissibles. Donc, ça veut dire que l'individu peut agir là-dessus et des nettes augmentations vraiment dans tout ce qui est cardiaque et vasculaire. Alors, tout ceci s'explique avec le vieillissement de la population, mais aussi ça vient interroger très fort nos modes de vie qui sont complètement remis en question. Il faut savoir aussi qu'il y a un indicateur qui est intéressant, c'est que le ralentissement de l'espérance de vie aujourd'hui est observé. C'est-à-dire qu'après une forte croissance, depuis plusieurs années, il y a un ralentissement de cet allongement de vie qui est à peu près, d'espérance de vie qui est à peu près vers 80 ans. Pourquoi? Vieillissement démographique, maladies cardiaques, obésité, diabète, crise économique successive. Et entre autres, il avait montré qu'en 2008, avec les crises, il y a eu un grand dommage sur la santé mentale. Et là, je voulais juste imaginer, aujourd'hui, on n'a pas encore évalué, avec cette période Covid, les impacts de cette santé mentale. Je vous inviterai aussi à aller voir, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais d'aller voir les statistiques, c'est OECD.stats, sur les ventes pharmaceutiques totales entre 2010 et 2020. Et vous verrez que ce soit en US dollars, parité de pouvoir d'achat ou en millions de boîtes vendues, l'augmentation 2010-2020 est relativement explosive et c'est toujours intéressant de voir que l'indicateur reste quand même le nombre d'antidépresseurs. Il y a ici, sous ce schéma, un angle sur les causes de notre mortalité. C'est-à-dire que là, vraiment, ce sont nos modes de vie. Le cancer est une maladie chronique et crée principalement les décès. C'est en lien avec le tabagisme, en lien avec la pollution de l'air intérieur, de l'air extérieur. C'est en lien avec notre façon de manger, en lien avec l'alcoolisme, notre sédentarité, l'obésité et tout ce que ça peut créer derrière. Il y a un point important sur les notions de maladies chroniques. Parce que ce soit le cancer, le diabète ou tous les problèmes respiratoires, eh bien, il y a une forte charge de morbidité chez l'individu en vie. Et ça peut être évitable en modifiant la façon de vivre, que ce soit par justement l'alimentation, enfin, on va y revenir. Et puis, il y a les maladies auto-immunes. Alors, pour rappel, les maladies auto-immunes, c'est notre système immunitaire qui crée des anticorps contre nous-mêmes. Et là, on verra aussi que nos systèmes de vie ont actuellement d'ailleurs, un impact là-dessus. Et ça vient interroger justement la notion de PIB. PIB qui est censé être un indicateur de progrès de nos sociétés. Et là, on s'aperçoit que le plus le BIP d'un pays est élevé, plus les gens sont malades. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en soit là? Eh bien, il s'est passé la 4e révolution industrielle, à savoir la révolution digitale et numérique, et particulièrement la révolution du smartphone, dont l'impact, la force et la vitesse a complètement été sous-estimé dans nos cultures, puisque ça crée une véritable révolution en termes de business et de culture. Du coup, on est dans un monde VUCA, en français VICA, c'est-à-dire volatile, incertain, complexe et ambigu, dans laquelle tous nos conditionnements et encodages ont été bouleversés. Et là, vraiment, très sincèrement, aujourd'hui, personne ne peut vous dire ce qu'il faut faire pour bien faire. C'est quoi aujourd'hui bien travailler? C'est quoi aujourd'hui réussir? Est-ce que c'est un statut, une maison, une voiture, ou est-ce que c'est avoir du temps libre? Il y a vraiment ces sujets, c'est quoi être en bonne santé, justement, aujourd'hui. Donc vraiment, ces sujets sont nouveaux et sont en lien avec cette digitalisation. Alors, vous rajoutez à cela des études sociologiques qui montrent qu'aujourd'hui, 5 ans suffisent pour modifier profondément des comportements et des attitudes, que ce soit dans la vie quotidienne, face à l'apprentissage ou encore au travail. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, aujourd'hui, entre une fratrie, 5 ans d'écart suffisent pour que les personnes aient, les 2 enfants, frères et sœurs, aient une paire de lunettes différentes sur comment ils vont appréhender le monde. On dit qu'on est dans une évolution des repères traditionnels. Donc, on n'est pas là pour juger, c'est juste qu'on est conditionné, on apprend, on est structuré sur un modèle et ce que l'on vit est complètement différent. Le modèle traditionnel, c'est la famille traditionnelle, j'entends. Aujourd'hui, c'est 3 divorces sur 5 dans les pays dits riches. C'est dans l'entreprise. On ne va plus faire un métier, mais on va en faire, les générations qui arrivent, ils vont en faire 10 à 15. Et pour ceux qui ont 16-17 ans aujourd'hui, feront des métiers qui n'existent pas encore pour 85% d'entre eux. C'est la tradition de la religion, la tradition de nos instances, on va dire, étatiques et politiques, dont la confiance n'est plus là. Vous rajoutez à ça
le fait qu'il y a 4 générations qui cohabitent, les baby boomers, les X, les Y et les Z, et qui travaillent ensemble. Alors, le but, c'est surtout pas de stigmatiser et de mettre en silo, mais c'est juste, ça cohabite ensemble et les visions du monde sont complètement différentes. Vous rajoutez à ça le Covid-19, bien sûr qu'il y a de quoi être en turbulence, puisque en plus, on a et on vit le phénomène de l'infobésité, de l'hypersollicitation, d'une connexion à l'écran qui est massive et version tsunami, avec le système addictif. Il faut savoir que la valeur d'une appli, la valeur marchande d'une appli est égale au nombre de minutes passées sur cette appli. C'est pour ça que, par exemple, Facebook, le mur ne s'arrête jamais. Et avec derrière automatiquement le manque de sommeil chronique dont nous souffrons tous. Et puis cette notion d'accélération des choses sur tous nos rythmes en fait. Aujourd'hui, vraiment le challenge, c'est la disponibilité. Est-ce que le luxe, ce serait pas justement la minute, hein, les 1440 minutes que nous avons par jour? Alors, nous vivons aussi une forte pression du faire, alimentée par une pression sociale et médiatique, mercantile, la notion de performance avec la culture de la souffrance dont nous avons été élevés, le côté il faut souffrir pour mériter quelque chose. Vous rajoutez aussi les harcèlements des marchands de peur. Eh bien, on passe aujourd'hui, on est passé en fait du Minitel au e-commerce et le e-commerce à l'omnicanal, au phygital. On est passé, en fait, on est des consommateurs absolument tout le temps. On doit pouvoir consommer où qu'on soit, quoi qu'on fasse. On est passé des data au big data et maintenant on est à l'IoT. On est passé du produit au service. On est passé de la possession, d'être propriétaire de quelque chose à l'usage et ceci dans une économie de partage. Et en fait, si on prend juste un peu de recul, on se rend compte que toutes ces thématiques sont les sujets des contrats que nous avons dans nos coachings. Alors, il y a vraiment cette transformation profonde de la société, de nos façons de vivre, et pour autant, nous, eh bien, nous demeurons être dans le même corps, dans lequel ce sera absolument le seul endroit où nous resterons jusqu'au restant de nos jours. Ce corps qui ne change pas et ce corps qui crie, qui nous parle. Et peut-être que c'est au final une très bonne nouvelle parce que peut-être qu'on a atteint aussi certaines limites. Alors justement, quand je ne suis pas bien, je peux me rapprocher d'un accompagnant, on va dire, soignant. Et si je vais à la pharmacie, par exemple, les conseils que je vais recevoir vont être de l'ordre manger équilibré, sainement, une activité physique, boire de l'eau, dormir suffisamment, éviter de fumer, limiter l'alcool, voire plus. Mais pas que. Parce que si on revient de façon synthétique sur le stress généralisé et ambiant qui cause tant de dégâts, eh bien, qu'est-ce que le stress? C'est vraiment une communication cœur-cerveau qui communique sur différents modes. Le premier, c'est le système nerveux autonome, et on va y revenir tout à l'heure en parlant de la vagotonie. Bien sûr, la voie hormonale, la voie physique et la voie électromagnétique. Il n'y a rien de solide chez nous, nous sommes que des champs électromagnétiques qui n'arrêtent pas de bouger et de se repositionner. Et dans cet exemple où le cerveau dit au cœur, mais enfin mon cœur, que s'est-il passé? Et le corps qui est tout cassé, qui a dit, j'ai regardé les informations. Et là, je voudrais juste appuyer, en donnant l'exemple de la violence, que la violence, elle soit psychologique ou physique, qu'elle soit vécue ou vue, simplement vue, impactera nos comportements et l'image qu'on a de soi. Donc ça veut dire que les séries qu'on regarde, les films, les informations, toute cette violence qui sont dans tous les médias, aux heures de pointe et de façon populaire et massive, auront un impact. Donc là, il y a vraiment l'idée de à quoi je m'expose en fait. Toujours pour continuer sur ce schéma de stress. Alors encore une fois, l'idée c'est pas de stigmatiser puisque toutes les émotions sont utiles. Mais là, pour rappel que être en colère quelques minutes, c'est un taux de cortisol qui augmente pendant 6 heures. Taux de cortisol, 2 jobs dans le cortisol. La première, c'est de permettre à mon cerveau de rester en éveil au cas où il faudrait fuir ou attaquer. Parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. D'accord? Puis juste pour la petite anecdote, il n'y a que 8% de nos peurs qui s'avèrent vraies. Les neurosciences ont prouvé. Tout le reste, c'est des films qu'on se fait dans notre tête. Donc en tout cas, je ne dors pas puisque je sécrète du cortisol, je reste en éveil. Et puis, le deuxième effet du cortisol, c'est cet effet pro-inflammatoire. Donc, je crée mes douleurs. Et là, j'ai beau mettre tous les anti-inflammatoires locaux de la planète, si je ne traite pas la source, c'est-à-dire mon stress, moi-même, je sécrète des hormones qui sont inflammatoires. C'est un taux d'immunoglobuline A qui va diminuer pendant 6 heures. Et là, ce sont donc bien sûr les défenses immunitaires qui baissent. Il faut savoir que être stressé, c'est moins 30% de mon système immunitaire.
à faire son job. Et puis, c'est un taux de DHEA qui diminue pendant 6 heures. Et ça, c'est vraiment une hormone protectrice du vieillissement, entre autres cellulaire. Et donc, c'est une voie ouverte vers des vieillissements accélérés, entre autres des cancers. Alors, quand on est stressé, bien sûr, on se déstresse. Et ça a été dit tout à l'heure avec le mal de tête. Je dors, je respire profondément parce que souvent on est en apnée, on respire que jusque-là. Je revisite un peu mon alimentation et je fais du sport. Et là, vraiment, je peux me reconnecter avec ma santé intérieure et extérieure. Et là, nous retrouvons notre cerveau qui peut être aussi un moyen, un serviteur pour notre santé. Alors, le cerveau, c'est bien sûr le cockpit de notre corps, siège, parole, pensée, émotion, qui est irremplaçable et vulnérable. C'est une capacité régénérative, 170 milliards de cellules qui bougent tout le temps, qui se régénèrent. C'est pour ça qu'on peut apprendre d'ailleurs à n'importe quel âge. Et ces fameux 1500 cm3 de volume cérébral qui, malgré les incroyables avancées de recherche, eh bien encore plein de mystères. Et on peut se poser la question, en ce temps de surcharge mentale absolument généralisée, comment prendre soin de ce cerveau, de sa plasticité, pour nous aider justement à aller vers plus d'équilibre, de bien-être. Et là, on peut se poser aussi la question, quelles sont les infinies possibilités de ce cerveau? Et là, les neurosciences le démontrent depuis maintenant plus de 20 ans. Le cerveau est neuroplastique, ce qui veut dire que nos connexions sont modifiées par nos expériences, que notre cerveau est continuellement réorganisé, c'est jamais figé, et qu'il est donc possible de changer de perspective à tout âge. Et là, on est bien au cœur du coaching, où on est dans des postures, des évolutions de posture dans la demande de nos clients. Nous pouvons donc évoluer dans nos pensées et dans nos croyances. Alors là, si on en pointait quelques-unes, justement, c'est qu'ils nous rendent malades, et je vais vous en proposer 5. La première, ça va être de s'appuyer sur les 20 ans de sciences, de neurosciences et des avancées qui montre et démontre que le cerveau ira là où il y aura de la joie et du plaisir. Sachant qu'on vient de la culture de la souffrance, il faut en baver pour mériter quelque chose, eh bien non, le cerveau ira dans la joie et le plaisir, qui ne veut pas dire pas d'effort. C'est-à-dire pour un sportif de haut niveau, c'est le plaisir d'arriver prêt à une course qui fera tous les efforts d'entraînement. Donc ça, c'est vraiment une première vue fondamentale sur la façon dont je décide de voir les choses. On a été élevés, nous, avec la peur d'échouer. La peur d'échouer, c'est se donner carrément une autoroute sur la peur de réussir. Donc vraiment, le cerveau ira là où il y aura de la joie et du plaisir. Une deuxième idée très prégnante, c'est la fameuse toute la suprématie donnée au mental et à l'intellect. Et là, je vous partage avec vous plusieurs ouvrages, vraiment des livres qui m'ont tous inspiré. Le premier, là, c'est l'erreur de Descartes. En effet, le fameux « je pense donc je suis » peut devenir une insulte à la vie. D'ailleurs, on voit bien que ça marche pas vu les maladies que l'on a maintenant, puisque c'est « je ressens ». On est parti d'une idée comme quoi le corps était au service de notre tête, alors que c'est exactement l'inverse. Notre tête est au service de notre corps. Troisième idée reçue à faire évoluer, et ça vient d'un défaut d'interprétation sur les fonctionnements du monde vivant, entre autres sur la structure qui fait que c'est les premiers économistes au XVIIe siècle qui se sont appropriés ça, comme quoi il fallait être le premier, il fallait être dans une structure de compétition comme le monde vivant pour survivre. C'est-à-dire, si on n'est pas le premier, tu te fais bouffer par plus fort que toi. Et nous, toute notre société actuelle est construite là-dessus. D'où la violence qui en émane et la notion de compétition et cette pression qu'on a constamment. Sauf que, et là maintenant, toutes les études sociologiques le démontrent, le monde vivant, pour survivre, et c'est comme ça qu'il a fait depuis des siècles, est à 90% sur des comportements de solidarité et de collaboration, d'entraide. Il n'y a que 10% qui est dans la compétition. Donc là, pareil, à nous un petit peu de réfléchir à tout ça. Un quatrième point souvent de discussion, en tout cas de croyance, c'est notre rapport à la nourriture. Puisque là, pour faire simple, nous mangeons trop, nous mangeons des choses non qualitatives, nous mangeons de façon non consciente, des choses qui sont dénutries. Il y a vraiment ce rapport à la nourriture et nous mangeons des tas de choses. En fait, on ne choisit plus d'avoir faim ou de choisir nos aliments. Il y a une telle offensive de propositions qu'on est dans des acidoses chroniques constantes et qu'on a des biais, entre autres vis-à-vis du sucre. On a cru longtemps que les effets de poids étaient en lien avec le gras, d'où tout le marketing sous les fat free et les produits allégés, alors que c'est le sucre qui est hautement addictif. Il faut savoir que le sucre, il a été démontré que c'est plus addictif que la cocaïne.
Donc, le sucre qui en plus a un effet doudou, je ne suis pas bien, donc je vais manger du chocolat, des bonbons, enfin des choses sucrées pour me sentir mieux. Alors, le sucre est absolument caché partout, dans la nourriture industrielle particulièrement. Et il y a aussi cette approche d'énergie. Manger, il faut des forces. Et là, typiquement, les protéines animales, typiquement, on sait très bien aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de protéines animales pour être en excellente santé. Et là, moi, je voulais donner l'exemple du jeûne. Parce que le jeûne, pareil, oh là là, mon Dieu, je vais pas mourir, je vais pas me nourrir, pardon, et je vais être faible. Alors que le jeûne est une bénédiction pour les organismes surmenés. Je ne demande pas de me croire, je vous demande de le tester. En tout cas, moi, c'est mon acte santé annuel, parce que c'est un temps de repos pour prévenir et lutter contre le burn-out. Et c'est une pause physiologique qui vraiment permet plus de dopamine pour l'humeur, plus d'endorphine pour les douleurs, qui agit sur le microbiote, on va y revenir. Et tous les corps cétoniques me permettent d'avoir une clarté mentale et une dynamisation globale. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, le vrai challenge, c'est la disponibilité, une disponibilité qualitative. Comment je reste concentrée à ce que je fais? Alors là, si on va encore plus loin avec le fameux roi microbiote, il y a eu plein de livres là-dessus, c'est cette fameuse microbiote intestinale qui s'implique dans des tas de fonctions, entre autres l'aide à la digestion, bien évidemment. Là, l'Ayurveda appuie beaucoup là-dessus. Le dialogue avec l'ensemble de l'organisme, notre humeur. Ce que l'on mange impacte clairement l'humeur que l'on va avoir. Le microbiote protège également la barrière intestinale, stimule le système immunitaire. Et là, d'ailleurs, dans les maladies auto-immunes, ce qui est identifié comme cause potentielle, c'est que notre justement microbiote n'est plus aussi diversifié à cause d'antibiotiques, stérilisation, pasteurisation à outrance. Et donc, on n'a plus les mêmes défenses pour gérer notre environnement, en fait. Ça permet aussi de digérer une grande partie des polyphénols et des vitamines qui ont des rôles majeurs dans les antioxydants, anti-inflammatoires et antidiabétiques qui sont très puissants. Donc, rappelez-vous le pourquoi on meurt aujourd'hui. Synthétise les vitamines K, B1, B12 qui facilitent bien sûr toute l'absorption des minéraux. Et souvent, nous sommes dans des organismes déminéralisés parce que notre nourriture est pauvre et appauvrie en minéraux. Les ennemis du microbiote, on les retrouve. Une mauvaise alimentation, le stress et bien sûr le facteur environnant. Alors c'était Hippocrate qui disait nous sommes ce que nous mangeons. Manger, c'est se soigner. Et là, encore une fois, c'est prendre conscience que ce qui rentre dans notre corps doit être le meilleur. Je mérite le meilleur. Donc, ce qui passe par ma bouche, ce qui rentre dans mon corps, bien sûr, avoir cette conscience-là. Cinquième idée peut-être à faire évoluer, c'est la notion de repos. On est quand même loin maintenant, quoique c'est toujours dans nos sociétés, le time is money, où le temps c'est l'argent et du coup on n'a surtout pas le temps de dormir parce que le but du jeu c'est dormir le moins possible pour faire des choses. Sauf que le repos, le sommeil est le seul espace qui nous reste pour laisser une chance à notre corps, qui est une vraie merveille formatée pour être en bonne santé, pour justement faire son job. Et là, on fait le clin d'œil aux nerfs vagues dans notre système parasympathique, avec les multitudes d'ouvrages qu'il y a là-dedans, parce que dans le nerf vague, c'est en stimulant le parasympathique, en stimulant sa vagotonie, qu'on permet au corps de faire son job. Et il y a un lien direct cerveau-microbiote dans cette stimulation du nerf vague qui se fait par les respirations, par les siestes, par la méditation, par la pleine conscience, par un ralentissement qui est absolument nécessaire. Sachant que, rappelez-vous, on est vraiment dans un environnement qui est anti-sommeil. Tout est fait pour qu'on ne dort pas. En fait. Et je vous propose même d'aller un peu plus loin avec ce livre du docteur Patrick Lemoine, qui a étudié vraiment le sommeil de façon approfondie aux États-Unis et qui déclare que c'est dans le sommeil lent profond que nous sécrétons l'hormone de croissance. Et l'hormone de croissance n'est pas réservée qu'aux enfants, parce que jusqu'à notre dernier souffle, on va la sécréter. Et une hormone capitale dans la cicatrisation, les réductions des lipides, les synthèses des protéines, les réductions des glucides, mémorisation, immunité, multiplication des spermatozoïdes. Bref, ça fait tout. Et il mentionne aussi dans son livre que, en fait, c'est notre société occidentale qui refuse cette approche du sommeil, du rêve et de la transe et des autres états modifiés de conscience parce que 95% de toutes les civilisations jusqu'à ce jour ont toujours intégré la transe et le rêve, en tout cas, dans leur façon d'interagir au monde. Il y avait même des cliniques du rêve au temple d'Épidore entre -1, -2 siècles avant Jésus-Christ. Et selon Hippocrate, on en revient, le rêve est un indice de bonne santé. Là, important aussi de se regarder faire parce que personne ne dormira à votre place. Alors heureusement que nous avons un super pouvoir qui est notre pensée. Et en effet, très important de comprendre que ce que je pense va
tout de suite induire une action, que cette action, sachant que notre plasticité neuronale va chercher à automatiser, on va avoir une habitude qui va ensuite induire un comportement. Et c'est là où nous sommes tous de haut potentiel, parce que en s'appuyant sur le pouvoir de notre pensée, eh bien, nous pouvons vraiment faire bouger la donne. Donc, il y a la puissance des dogmes, et Frédéric Lenoir qui disait que, en fait, pour faire court, l'être humain est le seul animal à être capable de croire en des choses qui n'existent pas, sachant que l'être humain a besoin de croire, de se représenter le réel et de donner du sens à sa vie personnelle, mais aussi collective, et d'avoir des croyances partagées. Donc là, eh bien, pareil, retour un petit peu à se regarder intérieurement, qu'est-ce que je décide de croire? Peut-être qu'il serait temps qu'on mette un stop à certaines croyances du genre c'est normal d'être stressé ou c'est normal d'être sous pression. Non, ce qui est normal, c'est de sentir cette vitalité, tout ce que vous avez décrit tout à l'heure à quoi vous êtes en bonne santé. Non, nous sommes faits pour ça, notre corps est formaté pour ça. Donc, bien sûr, s'interroger sur ce que l'on pense. Et là, du coup, quid de la joie, quid de l'amour, quid de nos qualités relationnelles, à commencer par soi-même. Et là, très clairement, on est dans le développement des soft skills, avec l'idée que mon plus grand souci, bien sûr, c'est moi, et que j'ai un super pouvoir avec mon pouce, parce que malgré tous mes petits joujoux que j'ai en digital, personne n'appuiera sur off à votre place. Les notifications, c'est moi qui ai la main dessus. Du coup, à moi d'avoir bonne posture, qui peut être celle-ci, mais qui peut être aussi celle-ci, avec cette notion de rire. Et ce que je voudrais vraiment partager avec vous, c'est aussi le travail d'une psychologue du travail, justement, Livia Scheller, qui a fait toute une étude. Et là, je fais le lien avec souvent les demandes que l'on a auprès de nos clients. Je ne suis pas bien ou l'équipe n'est pas bien. Donnez-moi des outils ou des méthodes pour qu'on va appliquer ça et tout va se transformer. Donc, c'est des choses qui sont très visibles, mais très, très peu efficace. Et elle a vraiment démontré que ce qu'il y a de beaucoup plus efficace, d'ailleurs, l'unique efficacité possible, qui est complètement invisible, c'est d'abord faire évoluer notre état d'esprit. Et on le voit d'ailleurs dans les cultures d'entreprise. On a beau mettre toutes les méthodologies en place, si la culture d'entreprise ne part pas du cœur, il n'y aura rien qui va se passer. Alors, dans cet état d'esprit, comment faire évoluer notre état d'esprit concernant notre santé? Eh bien, pour ça, je vous propose d'aborder un caillou dans la chaussure qui est le placebo. En fait, le placebo, c'est vraiment notre médecin intérieur, parce qu'on parle d'effet placebo ou nocebo, et c'est vraiment le poil à gratter de la science pharmacologique qu'il considère comme irrationnel, alors que ça a toujours existé. C'était les miracles dans toutes les religions, et c'est ce que nos scientifiques appellent les autoguérisons spontanées. On ne sait pas, on n'explique pas. Et c'est le dommage qu'il y a parce que, bien sûr, dans toutes les énormes progrès de notre médecine, il y a toute cette partie placebo et thérapie complémentaire qui sont un peu dans le même combat, où l'attitude est toujours dépréciative sur les médecines du monde, que ce soit l'ayurveda, l'acupuncture, les médecines chinoises, tibétaines, tout ce qui relève en fait d'un modèle anthropologique que la science occidentale ne parvient pas à faire rentrer dans son code théorique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les méridiens, les canaux énergétiques, les chakras, les pranas, le ki, les corps subtils, eh bien, qui est là, qui a toujours été là et qui est à notre disposition en fait. Alors bien sûr, il y a les médecines intégratives et c'est vraiment le début et c'est quelque chose qui est en pleine croissance parce que l'idée par rapport au cancer, c'est arrêtons de vouloir lutter contre le cancer. Il est beaucoup plus intéressant de comprendre son cancer. Et on sait très bien aujourd'hui que l'alliance thérapeutique patient et soignant s'engageant ensemble est déterminante, que vous pouvez avoir le meilleur protocole de chimio sur un organe, s'il n'y a aucune confiance avec aucun lien avec le soignant, les résultats risquent d'être très surprenants. Et ça, eh bien sûr, dans nos métiers, dans notre posture professionnelle de coach, c'est vraiment cet espace, cette alliance coach-coaché qui prime. Moi, j'avais un superviseur qui m'avait parlé de cette troisième entité, le coach, le coaché et cette troisième entité, inconsciente, invisible, mais qui est cette présence et qui est cet espace de sécurité proposé, bien sûr, pour prendre des décisions. Il y a un livre aussi de Dr. Joe Dispenza qui s'appelle « Le placebo, c'est vous et comment donner le pouvoir à votre esprit ». Alors justement, je voudrais vous proposer d'aller plus loin, voire même beaucoup plus loin, puisqu'on va parler d'épigénétique, de physique quantique, de transmission vibratoire, de neuropsychoendocrinologie et même de se poser la question sur les virus. Est-ce que c'est une onde ou est-ce que c'est une particule? Alors, je suis moi-même engagée dans une école de transmission vibratoire pour faire des soins énergétiques, mais je voudrais partager
des ouvrages. Et le premier est du docteur Dawson Church sur de l'esprit à la matière et comment nos pensées se matérialisent. Et lui, il part du fait que dans le sens commun, on a toujours tendance à opposer l'esprit et la matière. Et lui, il a vraiment fait un rassemblement de données qui a démontré que l'univers fonctionne en synchronicité avec tous les êtres vivants et que son postulat est que la pensée de chacun participe à la transformation de tous. Donc là, pareil, on peut faire un arrêt-image et juste imaginer. Et Yotis, tu en as parlé tout à l'heure en quoi le début de ce changement, là on est dans le changement, dans la solution, eh bien ce que l'on pense à façon individuelle est relié à plus grand et on fait partie, on peut aussi se guérir dans ce sens-là. Deuxième ouvrage, celui de Dr Lisa Rankin. Dr Lisa Rankin a créé en 2013 le World Health Medicine Institute aux États-Unis, qui forme médecins, infirmiers et thérapeutes à la médecine corps-esprit. Parce que pour elle, guérir notre corps est d'abord guérir nos pensées. Et les questions auxquelles elle a répondu, c'est et si notre esprit avait autant de pouvoir que pour le rendre malade que pour le guérir ou le garder en bonne santé, et si nos sentiments et nos croyances avaient une incidence sur chacune de nos cellules, et si nous avions le pouvoir de guérir notre corps en changeant simplement la manière dont nous pensons et ressentons. L'ouvrage suivant s'appelle Vibration. Et là, l'idée, c'est vraiment de nous reconnecter à notre nature vibratoire profonde. C'est-à-dire, qu'en est-il, parce qu'on entend parler qu'on a nos pouvoirs illimités, mais quelles sont ces forces invisibles qui émanent de nous tout le temps et en quoi ces vibrations impactent-elles notre vie et peuvent être utiles dans notre monde. L'ouvrage suivant est celui de Joël de René, La symphonie du vivant, où là, on parle d'épigénétique. Vraiment, je vous le recommande puisque l'épigénétique, c'est la façon dont on vit au quotidien, dont on s'alimente, dont on aime, dont on gère son stress, dont on résiste au stress, dont on dort. Toutes nos qualités relationnelles vont inhiber ou activer certains gènes. Ce qui fait qu'on a la main, pour une partie, sur notre potentiel génétique. Et ce qui est très intéressant, c'est que Joël de René fait le parallèle avec notre société. Il parle d'épimémétique et que par le changement de comportement et de pensée de certains, eh bien, il y aura un impact direct sur bien plus grand que soi. Les corps subtils, et là, c'est vraiment cette docteuresse science qui a fait beaucoup de recherches et qui constate que malgré des différences très, très, très profondes entre une connaissance traditionnelle et les connaissances scientifiques, même si les approches sont complètement opposées, au final, elles convergent pour reconnaître que le monde de la matière n'est que le reflet d'une ultime réalité invisible qui est pure conscience et qui est appelée un vaste champ quantique énergétique pour les physiciens quantiques et qui est appelé l'énergie suprême pour les approches traditionnelles. Et elle fait un fil conducteur en tout ce qui est connaissance ésotérique avec des liens physiologiques et biologiques, sachant que son objectif, c'est comment rester en bonne santé avec tout ça. L'ouvrage suivant, c'est La diagonale de la joie de Corinne Sombrin. Peut-être que vous connaissez Corinne Sombrin puisque sa vie et le fait qu'elle ait, par un voyage en Mongolie, découvert la transe à son insu, puisqu'elle était touriste ou elle enregistrait dans une célébration chamanique et elle-même est rentrée en transe. Et là, elle n'a pas eu d'autre choix. Donc, c'est une Parisienne complètement câblée mentale et intellectuelle. Et elle a pas eu d'autre choix, en fait, que de suivre cette transformation chamanique. Et le film s'appelle Un monde plus grand. Et c'était Cécile de France qui jouait son rôle. Alors, il faut savoir que Corinne donne son corps à la science, puisqu'elle a créé en 2019 la Trans-Science Research Institute pour qu'on étudie son cerveau et particulièrement la transe. Et elle-même, elle a dû apprendre à créer, à se mettre en état de transe uniquement par la pensée. Parce que quand elle est dans les laboratoires à l'hôpital avec tous ces capteurs sur son crâne, il est hors de question qu'elle sorte son tambour chamanique. Et en fait, justement, les connaissances ouvrent un champ thérapeutique dans la transe énorme, puisque c'est des lieux de joie et des lieux où il y a vraiment où le possible n'a pas de limite. Donc c'est vraiment une grande perspective. Et le dernier clin d'œil sera avec ce livre qui s'appelle Le cerveau m'a beaucoup déçu, l'esprit non. Et c'est ce neurologue qui partage 30 ans d'expérience dans ses soins de maladies dégénératives où il traite seulement les symptômes et qui témoigne vraiment d'une vraie autre voie de guérison qui est la guérison spirituelle. Alors, de quoi s'agit-il au fond du fond
si on se pose toutes ces questions, eh bien, on parle bien de révolution des consciences. Et c'est ce que Boris Cyrulnik déclare avec les neurones de la foi. On a besoin, quand on croit à quelque chose de plus grand que soi, eh bien, on est moins sensible à la souffrance. Il y a Hulot et Lenoir aussi, qui, dans leur dernier livre, parlent de révolution de conscience, qui ne pourra être portée que par un questionnement spirituel et un travail d'intériorité. Il est grand temps que l'homme occidental travaille maintenant sur son esprit et sa vie intérieure, parce qu'il s'est jusqu'à maintenant bien trop préoccupé aux choses extérieures et à transformer la matière. Et ça tombe bien parce que nous sommes des laboratoires ambulants. Et là, en termes philosophiques, on peut passer, on est dans des systèmes mécanistiques. Et là, on parle aujourd'hui de vitalisme. Alors justement, le lien avec le coaching, eh bien, qui mieux qu'un coaching pour créer des espaces de prise de conscience? Nous sommes des professionnels actifs, compétents, déterminants sur ces enjeux actuels, justement. Dans cette croisée de monde, management, spiritualité, le travail intérieur va pouvoir permettre d'inspirer, le fait d'apprivoiser ses émotions et leurs messages. Et vous savez, en tant que coach, la notion d'indicateur, eh bien, on peut être vraiment des générateurs de livrables de la transformation. Et là, peut-être 3 invitations à pointer. Déjà, le fait d'accepter la mort, le fait, alors là, pour le coup, c'est une certitude, nous sommes tous mortels. On est, on meurt, et puis entre-temps, on essaie d'être à peu près la meilleure version de soi. Le fait d'accepter de ne pas savoir ni de contrôler. Monde Vika. Vraiment, la puissance du doute aujourd'hui qui est invitée. Et puis, bien sûr, réduire le pouvoir du regard des autres, puisqu'on est dans une société qui est en pleine évolution. Le coaching est un espace pour ralentir, pour respirer et bien sûr se ressourcer en sécurité. À ce stade, Yotis, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais lancer le sondage 3? Et on est parti pour le 3e sondage. Comment considérez-vous le lien coaching et santé? Voici les possibilités. Cela me semble une évidence, me paraît un levier utile, toujours en réflexion. Je ne vois pas de lien. Alors, c'est très rapide et il y a une réponse qui se dégage largement. Alors, nous arrivons à 80%. Voici les résultats. Aujourd'hui, les synergiens sont très speed, je vois. Voici les résultats. Alors, avec 63%, cela me semble une évidence. 30% me paraît un levier utile. 5% toujours en réflexion. Et 1%, je ne vois pas de lien. Ok. Merci pour ce sondage. Et merci d'avoir répondu. Écoutez, moi, ça fait le lien avec la question suivante. Alors après, c'est ma croyance. En quoi le coaching est bon pour la santé? Alors, le clin d'œil ici, c'est une étude très sérieuse qui est sortie Journal Academy en 2019 aux États-Unis et qu'un professeur de médecine que j'avais accompagné à cette époque-là m'a envoyé et qui prouve que des 6 séances de coaching auprès de médecins a permis de réduire leurs émotions pour prévenir le burn-out et à améliorer leur qualité de résilience chez les médecins. Donc déjà, un premier point du coaching, c'est déjà prendre soin de nos soignants. Ça, c'est une première chose. Et puis, autre chose, bien sûr, on est dans des santé de la relation sociale humaine. Ce sont les sujets de nos contrats de coaching. On est dans des coachs de la transformation humaine qui part d'un corps, d'une biochimie, d'un comportement, d'une toute petite entité. Et cette biochimie va changer notre cerveau, qui va partir dans d'autres circuits et créer de nouvelles connexions neuronales. Et là, bien sûr, ça nous permet de prendre d'autres types de décisions et de se repositionner. Et aujourd'hui, vraiment, ce qui est prégnant, c'est d'abord nos savoir-être. Et en développant de nouveaux savoir-être, va instaurer de nouveaux savoir-faire. Et ça peut être aussi prendre la responsabilité, et c'est le petit clin d'œil là sur la responsibility, cette capacité de répondre à notre actualité et d'oser peut-être des questions auprès de nos clients entreprises. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est futile? Est-ce que c'est nuisible? Parce qu'au final, je suis bien un médecin pour moi-même pour me pacifier et développer mon autonomie. Et là, je voudrais vraiment partager Franck Lobvé qui dit que le temps aujourd'hui est là pour nous responsabiliser et se responsabiliser. Et si le changement passait par l'attention que nous portons aux égrégores que nous nourrissons, donc qui vont dans l'univers. Pour moi, le nouveau paradigme ne peut passer autrement que par l'individu, par l'infiniment petit avant de toucher l'infiniment grand. Et ce qui nous met du coup au centre de l'évolution avec l'objectif d'un rayonnement dont le secret serait l'amour. Et la bonne nouvelle, c'est que tout est entre nos mains et que nos pharmacies intérieures sont extrêmement puissantes. Alors, la santé du coach dans tout ça, bien sûr, elle est imbriquée avec celle du vivant puisqu'on est vraiment dans une globalité de soins, de nous, de la planète et des énergies. Et il y a la notion de prendre conscience de l'impact que peut avoir notre métier de coach professionnel sur l'actualité et l'évolution du monde.
Nous créons des espaces de sécurité pour permettre à nos clients de se positionner, de décider sur leur positionnement dans l'interaction au monde. Ça passe par un travail intérieur automatiquement et une hygiène professionnelle du coach qui est vraiment nécessaire. Donc bien sûr les supervisions, bien sûr potentiellement des thérapies parallèles pourraient vraiment rester neutres et puis nos capacités à gérer nos stress, à rester centré, rester disponible aux autres. Il y avait un superviseur qui me disait que le coaching c'est un acte d'amour et là ça je le crois profondément. Alors bien sûr, quelques invitations. Bien sûr, l'humour rime avec amour et non pas ironie, moquerie. Et là, c'est vraiment dédramatiser et peut-être stopper cette influence médiatique qui fait qu'on se fiche de la figure des autres. S'émerveiller de la vie tant qu'on est vivant, s'émerveiller de sa bonne santé, s'émerveiller de oui, j'ai une bonne énergie, j'ai une bonne humeur. Quand on a notre cerveau qui passe passé, futur, et bien se recentrer sur notre cœur et notre corps, puisque eux ne savent pas mentir et seront constamment dans le présent. Et puis vraiment pointer, arrêter de croire que qui est encore une croyance prédominante, en tout cas qui persiste dans nos sociétés occidentales, comme quoi le consumérisme et l'argent va nous rendre heureux. Ça ne peut plus durer puisque les inégalités sociales et l'augmentation des violences et la destruction de la planète crient. Donc, je voudrais partager le texte de Christophe André, comme quoi je crois en une contamination de l'amour, de la bienveillance, de la douceur et de l'intelligence. Chaque fois qu'on pose un acte de tendresse, d'affection, d'amour, chaque fois qu'on éclaire quelqu'un en lui donnant un conseil, on modifie un tout petit peu l'avenir de notre monde et de notre planète. Et pourquoi pas justement se rassembler sur de l'amour, de la beauté, sur d'autres valeurs, de justice, de liberté. Et là, que coach, je voudrais faire un clin d'œil à Vincent Lennart et que j'avais écouté, que j'avais eu grand plaisir à écouter Yotis dans le webinaire des c'était les 3 légendes du coaching. Et Vincent Lennart qui faisait la métaphore entre le prince intérieur et la grenouille versus grenouille. Et du coup, pour permettre à l'autre d'avoir cet espace de sécurité pour qu'il puisse permettre une transformation. Et que créer cet espace, cette capacité à prince intérieur versus grenouille, c'était la responsabilité du coach et que ça vraiment impliquait un gros travail intérieur. Dernier clin d'œil pour relier la spiritualité et l'humilité. Comme tu l'as dit dans la présentation, moi j'ai passé du temps dans l'ashram d'Ama, Embracing the World, qui est cette mère spirituelle qui passe son temps à embrasser les personnes. Et ça tombe bien parce que quand on est dans la joie et dans l'amour, c'est hautement vibratoire, bien plus qu'être en colère ou dans la rancœur. Alors en conclusion, et vraiment en vous remerciant, juste souligner le fait que prenons nos responsabilités en tant que coach, de prendre conscience de l'impact de nos postures, de prendre soin de nous, à commencer par nos relations avec nous-mêmes. Nous faisons un métier formidable puisque ça nous incite à être en bonne santé et moi je trouve ça juste merveilleux. Donc vraiment merci à tous, à toutes. Je me permets de partager la couverture du livre et d'un autre livre auquel j'ai participé avec 27 auteurs et en 2 mois, qui est sur les mêmes thèmes pour passer de la résilience à l'adaptance. Merci, infinie gratitude. Un grand merci. Il y a énormément de réactions très positives concernant ton webinaire. Marilyn qui nous dit une mine d'informations. Denise Véran est passionnante, cette conférence est tellement inspirante. On a Isabelle qui nous dit merci Véran de cette énergie que tu partages. Il y a waouh, superbe présentation de la part de Dimitri. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Alors un grand merci Véran pour cette présentation passionnante qui questionne sur l'utilisation de nos pharmacies intérieures. Et j'aimerais également remercier Nathalie Blin qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nathalie est ambassadrice ICF Synergie pour le Québec. Elle est également membre d'ICF Québec. Bonsoir Nathalie. Comment s'est passée cette soirée? Ça a été passionnant. Passionnant, c'est tout ce que je peux dire. J'ai eu que des bons commentaires, tu n'en as eu que quelques-uns, et ça l'a vraiment résonné chez plusieurs de nos synergiens. D'ailleurs, je tiens à partager Rim qui nous a envoyé une note disant qu'il a eu l'occasion d'accompagner en coaching des soignants dans des hôpitaux tunisiens lors de la pandémie. Ils ont eu d'excellents retours sur leur santé mentale. Donc, c'est rassurant, ça fait plaisir à entendre. Merci beaucoup pour ce partage.
Alors, il y a Nathalie aussi. Alors, une autre Nathalie, bien sûr, qui nous dit waouh, magique, merci Véran. Zakia qui dit merci beaucoup, webinaire riche et enrichissant. Béatrice qui nous dit immense merci Véran, passionnant et inspirant. Alors, merci Nathalie. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que ce webinaire vous sera utile pour le pouvoir de vos pensées et que ce sujet vous aidera au développement de votre pratique de coach. Si la réponse est oui, mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo pour nous envoyer un peu d'ocytocine et augmenter nos niveaux de dopamine. Maintenant, vous savez exactement à quoi ça sert. Vous mettez des petits cœurs un peu partout, quelques commentaires et surtout, n'hésitez pas à partager vos infos sur le sujet juste ici en commentaire sous cette vidéo. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos, cliquez sur la petite cloche. Au nom de toute l'équipe d'ICF Synergie, je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching. Tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Véran, je te laisse le mot de la fin. Alors, j'ai beaucoup d'émotions. Vraiment, moi, je me suis donné beaucoup d'amour à moi en me permettant, m'autorisant à proposer ça, que j'ai vraiment essayé de diffuser, et j'en ai reçu énormément tout le long de ce webinaire. Donc là, il y a des moments, des instants de grâce. Donc je suis dans ce moment, donc que je savoure. Et puis j'ai cet amour à partager et ce lien avec tous mes consoeurs, confrères, collègues, amis, sur cette responsabilité que l'on peut avoir vis-à-vis de notre état d'être dans ce monde. Voilà, j'ai juste envie de finir là-dessus. Mais bien sûr, de la gratitude, immense gratitude, et un clin d'œil à mon amie Hélène, qui m'a reçue chez elle ce soir et qui a pris soin de moi. Donc aussi beaucoup d'amour échangé ici. Donc gratitude, gratitude, infinie gratitude, et merci la vie. Merci Véran, merci Nathalie, merci à vous toutes et tous. Au revoir.